Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous consacrons cette session à la deuxième partie, justement, de la sécurité. Et après avoir mis en contexte la sécurité, et après avoir tenté une intellection et une historisation de la sécurité, tant dans ses aspects risques que dans ses aspects violence, la deuxième partie sera consacrée justement à la biopolitique, qui n'est autre que l'autre nom de la sécurité. Et bien entendu, après avoir parlé justement de la biopolitique, nous verrons justement la sécurité dans ses rapports à la culture et à la communication. Bien, sécurité, ou son autre nom, la biopolitique. Et justement, nous vivons actuellement l'âge de la biopolitique, qui n'est autre chose, comme je l'ai dit, que l'autre nom des politiques sécuritaires. Et justement, le principe de stabilité, le principe de paix, dicte de nouvelles manières de considérer ou de reconsidérer la sécurité. Du fait justement de l'extension de ces domaines, on parle ainsi de sécurité nationale, de sécurité énergétique, de sécurité alimentaire, de sécurité dans le domaine de la santé, de sécurité dans le domaine de l'environnement, et je ne suis pas exhaustif en citant ces espaces. Quelle que soit l'importance justement des espaces à sécuriser, celle-ci ne doit en aucune manière se démarquer de la justice, de la dignité, de la morale, de l'éthique, de l'équité. Elle doit rester tributaire de tous ces référents. La biopolitique se veut justement d'investiguer tous les champs de la sécurité sociétale, et ceci dans une logique dynamisante, dans une logique de dialectique, loin de toute aseptisation ou de toute domestication de la société, et encore loin de tout conformisme ou consensualisme. Dans cette dialectique, elle doit viser la régulation au sein de l'État, bien entendu, mais elle doit surtout viser la régulation de tous les domaines de la vie, depuis le social, jusqu'à l'économique, jusqu'au politique, jusqu'au culturel. Elle doit viser le sociétal, en tout cas. Et justement, lorsqu'on parle de sécurité sociétale, c'est parce que le concept est déjà polysémique. Il a plusieurs sens. Comme il est polyforme ou polymorphe, c'est-à-dire plusieurs formes. Et justement, cette sécurité sociétale, s'agissant de cette sécurité sociétale, la société doit recourir à une stratégie d'adaptation, d'anticipation et de réaction au risque. Et à cet effet, elle doit faire participer, elle doit inclure, c'est-à-dire elle doit être inclusive, elle doit inclure tous les pans de la société au processus de sécurisation. Autre fondamental est que cette sécurité sociétale doit agir sur le pourquoi de l'insécurité. Et à mon sens, c'est l'approche à privilégier dans une logique de scientifiquement correcte. Or, ce que nous voyons actuellement est que finalement, les décideurs se focalisent sur le comment. Et dans le cadre du comment, ils recourent à des formules consensualistes, conformistes,
Et généralement, cette approche, qui ne veut mécontenter personne, se traduit par le fait de corriger une démesure par le recours à une autre démesure. Attitude qui, au lieu d'apporter des correctifs, au lieu d'apporter des solutions, en fait, aboutit à la démultiplication de normes privatives, et cela n'est pas sans actuer les déviances. En effet, cette approche nous amène à parler justement de la sécurité humaine. Et la sécurité humaine se fixe pour objectif de mettre des corrélations et de les ancrer, donc de mettre et d'ancrer des corrélations entre un développement intégré. Et il est évident qu'un développement intégré est un développement qui n'exclut aucune frange de la société. De la même manière qu'un développement intégré se veut justement de s'inscrire dans la quête du progrès sans que cela ne se traduise par une déprédation d'une des ressources, qu'il s'agisse de ressources humaines ou de ressources naturelles. Donc, une corrélation entre un développement intégré et intégrateur et une société intégratrice. Une société intégratrice qui ne serait pas une société de défiance, mais une société de solidarité au pluriel, de solidarité existentielle. Et dès lors que nous parlons de solidarité existentielle, nous parlons d'une société d'éthique, d'équité et de dignité. Bien sûr, cette sécurité humaine se veut multisectorielle. Multisectorielle, c'est-à-dire qu'elle agit sur les secteurs d'une manière intégrée et d'une manière corrélée, à l'effet justement de prévenir et de parer les dégradations des conditions économiques, les conditions de déchirement du tissu sociétal, et ce faisant en agissant sur les inégalités, quelles qu'elles soient. Il est évident que cette sécurité humaine ne doit en aucune manière occulter ou supplanter la sécurité de l'État. Sachant bien entendu que la cartographie des risques constitue toujours une meilleure identification des lacunes. Vous voyez que de la sécurité sociétale à la sécurité humaine, et tout cela induit justement un autre type de sécurité, comme bien nécessaire pour la biopolitique, c'est la sécurité sanitaire. Et dans ce domaine particulièrement, les challenges et les défis que doit relever toute société sont malheureusement, certes, c'est pas minime ce qui est fait, mais sont malheureusement axés sur le traitement ou sur les traitements plutôt que sur la prévention. Et cela ne peut être autrement. Pour la simple des raisons, c'est que justement nous sommes dans une logique de progrès néolibéral. Et que la technologie, le consumérisme induit lui-même des types de déficits sanitaires. Que si nous étions dans une logique de
préventive aurait été transcendée. Et justement, la prévention suppose d'apprécier des ordres de priorité. Et ce, grâce à l'apport d'informations fiables et exploitables, à l'effet d'établir justement une stratégie d'action et des scénarios fiables. Bien entendu, cela nous amène automatiquement à nous préoccuper d'une sécurité à laquelle nous ne faisons pas très attention, ou même lorsque nous en parlons, cela reste au niveau de l'oralité. Et j'ai ciblé la sécurité environnementale. Il est vrai que pendant des siècles, l'homme a toujours vécu en symbiose, en harmonie avec son milieu. Mais depuis, nous n'arrêtons pas de constater, avec préoccupation bien sûr, les altérations qui se produisent. Un auteur combien célèbre, c'est Théodore Monod, dans son ouvrage, comme il est connu, Sortie de secours, publié en 1991, a distingué justement 3 phases dans le rapport de l'homme à la nature. Et ces 3 phases sont la biocénose, c'est-à-dire que l'homme était un prédateur au même titre que tous les autres prédateurs, et qu'il ne prélevait que ce dont il avait besoin pour se nourrir. Et donc son impact était quasi nul sur la nature. C'est pour ça qu'on parle de biocénose, une harmonie totale. Et au fur et à mesure de l'évolution, justement, de cette civilisation, nous avons entamé la deuxième attitude combien fâcheuse, qui est celle du divorce. Où l'homme le prédateur est devenu destructeur. Et ses besoins, du fait que ses besoins n'arrêtaient de se multiplier. Et plutôt que de se considérer comme étant un élément de la nature, il s'est approprié justement la nature pour agir à sa guise sur sa nature. Ne se rendant pas compte qu'il était en train de scier la branche sur laquelle il était assis. Et se rendant compte de différentes manières que finalement il va vers la veine, vers l'abîme. Nous sommes actuellement dans une quête, dans une tentative de réconciliation, sachant pertinemment que beaucoup de méfaits ont été accomplis, et dans la majorité des cas, irréversibles. Nous ne pourrons être que dans une situation de fragilisation. Et justement, à cause justement de la modernité, ou de ce qui est présenté comme étant une modernité, qui a exalté les besoins énergétiques et qui a engendré des ressources polluantes. L'autre phénomène, qui a pratiquement changé toute la face du monde, c'est justement les mécanismes d'urbanisation. Et une urbanisation accélérée, laquelle, du fait justement de la non-correction de déficit ou des césures entre le rural et l'urbain, a accentué, comme je l'ai dit, les distorsions et démultiplié les nuisances. Ce qui est présenté comme étant une image ou
une vue du progrès et de la modernité, à amplifier l'enlaidissement et la laideur du cadre de vie, ainsi que la détérioration de la vie, tant au niveau urbain qu'au niveau rural. Les causes sont multiples. Nous en citons quelques-unes. À la fois l'utilisation irrationnelle des ressources énergétiques, l'utilisation irrationnelle des ressources fossiles, mais aussi des ressources naturelles, qu'elles soient renouvelables ou fossiles. Mais c'est aussi le passage effréné d'une technologie conservatrice à une autre technologie plus dramatique et plus dévastatrice. À titre d'exemple, remarquez avec moi qu'au Maroc, par exemple, la production des déchets est évaluée à plus de 6,5 millions de tonnes par an, et seuls 85% de ces déchets sont collectés. Le reste est déposé sans traitement dans des décharges incontrôlées quand il n'est pas jeté en pleine nature. Le dernier bloc que nous voyons, c'est justement la sécurité, ou la situation de la sécurité dans ses rapports à la culture et à la communication. S'agissant de la communication, nous vivons cela du matin au soir, et que tous les conflits que nous vivons sur la scène internationale passent et ne sont connus que par leur mise en image. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la mise en image, ou l'image du conflit, l'image que nous présente de ces victimes, n'est pas aussi innocente qu'elle nous paraisse. Mais en tout cas, elle n'est pas la réalité du conflit. Il est vrai que la médiatisation de la sécurité doit renforcer l'image du droit, doit renforcer l'image de la justice. Et elle doit renforcer surtout le rapport au pouvoir, et non plus focaliser sur le spectaculaire, ou plutôt marchandiser la peur. Il s'agit donc d'être critique, d'être alerte, à l'effet d'explorer ce qui est derrière l'approche imaginale. Il s'agit de contenir cette inflation qui est payante. N'oubliez pas que nous sommes dans un système néolibéral qui voudrait omni-marchandiser tout ce qui est vu, tout ce qui est entendu et tout ce qui est vécu. Et donc contenir cette inflation et veiller à ce qu'elle ne détourne pas justement des enjeux réels. Je ne voudrais pas mettre les professionnels de l'image à dos. Il est vrai que l'image nourrit l'actualité et nous permet de connaître ce qui se passe ailleurs. Mais il est vrai aussi que si elle oriente la raison, elle alimente des réseaux et dans plusieurs cas opaques. Et ce faisant, cette image invite la violence au festin.
Bien sûr, l'image, la communication oriente le récit politique. Et en tant que support incontournable, son audience est inépuisable et elle ne cesse de se multiplier. Et malheureusement, cette overdose affecte profondément l'observation, l'acuité et surtout la critique. En effet, cet outil pouvoir, à la fois un outil du pouvoir, mais aussi un pouvoir, qui est à la fois éclairant, mais il est aussi manipulateur. Et les plus avertis des observateurs et des 10 experts n'en perçoivent encore que les aspects épidermiques de ce kaléidoscope qui restera pour longtemps indéchiffrable. Aussi faut-il que cette sécurité communicationnelle, aussi faut-il qu'elle régénère ce que j'appelle la disputatio, c'est-à-dire le débat public. C'est-à-dire qu'elle renforce la démocratie, qu'elle renforce la liberté. Et dans ce sens, elle doit mettre à nu les distorsions, à l'effet d'endiguer justement les césures qui isolent la population de ceux qui sont censés les représenter et qui sont toujours plombés, bien entendu dans le cadre d'une irresponsabilité, qui sont toujours plombés par des calculs électoralistes qu'entrouvés et à court terme. Et de ce fait, il ne faudrait plus que la démocratie soit confinée dans une approche conformiste, anesthésiante et neurasthénique. Maintenant, qu'en est-il du rapport de la sécurité justement à la culture? Prime abord, nous avons l'impression que finalement l'une n'a rien à voir avec l'autre. Et pourtant, toute société et tout pouvoir organisé a compris que finalement, toute politique de séparation des populations en fonction de leur religion, en fonction de leur identité, ne génère que défiance et catastrophe. Il suffit de rouvrir les pages de l'histoire pour se rendre compte que l'essence d'une nation est que ses membres aient justement des choses en commun et des choses à partager dans leurs différences, à l'effet de revivre les solidarités existentielles qui ont fait qu'on parle actuellement de société avec abnégation et respect. Regardons un peu ce qui se passe autour de nous. Je parle spécialement de cette région arabe. Regardons que les spectres d'embrasement communautariste, l'odeur des violences négationnistes affectent lourdement cette région. Et la plonge dans une interminable entreprise insurrectionnelle et tout cela plombe justement la région d'objectifs moraux irréalistes et irréalisables et d'idéaux nihilistes. Ces distorsions déstabilisent à la fois gravement la zone, mais ce qui est pire, c'est qu'elles ouvrent à des maximalismes gravissimes.
maximalismes qui sont, dans la majorité des cas, financés et armés par des sources difficilement traçables. Ce mélange tragique-comique est en train d'osciller entre une passivité ahurissante et une rhétorique malrussienne, par référence à Malraux, à André Malraux, dans sa doctrine d'aventurisme farfelu. Et tout cela se fait justement sous la houlette d'un système international, ou prétendu tel, un non-système international en fait, qui vise l'homogénéisation des modes de vie, qui voudrait instaurer un individualisme outrant, et le tout se traduisant par des exclusions dont sont victimes de larges pans de la société, lesquels, en retour, appellent à des valeurs extrêmes, négationnistes. Ces dysfonctionnements sont instrumentalisés pour encourager des retours, ou plutôt un retour à des identités primaires, généralement violentes, et qui seront l'arène ou le champ de situations d'oppression et d'exclusion, généralement passées sous silence. En termes de conclusion, je voudrais juste attirer l'attention sur quelque chose de très grave, c'est que justement nous constatons la montée en puissance de prétentions d'États ou de groupes ou de lobbies à vouloir s'ériger en porte-parole de religions, entre guillemets, transnationalisées, qui compliquent d'abord l'échiquier international, et pour le cas d'espèce, l'échiquier arabo-musulman. Et cet aventurisme se réalise, et c'est là la débilité dans laquelle nous vivons, dans une logique de valse-hésitation entre un pacifisme par impuissance et un idéalisme qui n'arrête pas d'impacter sur notre jeunesse. Pourtant, pour celui qui voudrait bien, regardez bien entendu, l'homme ne s'improvise pas. Nous ne sommes pas les hommes et les femmes de nos dates de naissance. Nous sommes l'aboutissant d'une longue histoire de partage, de sacrifice, de dévouement. Il suffit pour cela de rechanter peut-être, et nous en avons tellement besoin, ce chant des Spartiates qui disait que nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. Il est vrai que l'homme a souffert dans son histoire. Il est vrai que d'autres épreuves l'attendent. Mais tout ce qu'il faudrait espérer, c'est que justement l'esprit de sagesse puisse le guider pour transcender les aléas qui l'ont toujours guetté et qui le guettent toujours, pour que ce qui a été avancé comme étant la fin de l'histoire ne se traduise pas par la fin de l'histoire de l'homme. Dans un état aussi inquiétant que ce que je viens de décrire d'une manière très succincte,
le système des prédateurs, j'ai cité le système néolibéral, l'altérité et les références socioculturelles, combien constituant des garde-fous pour les errances, continuent d'être abordées d'une manière artificielle quand ils ne sont pas tout simplement éludés. Pire, les tenants de l'environnement actuel continuent d'annoncer l'exclusivisme, et continuent d'opérer des tris dans l'histoire, en choisissant des individus contre d'autres et des symboles contre d'autres. En fait, le système actuel, au lieu de se focaliser sur ce qui rassemble, ne cesse de renforcer la défiance. Il continue de réaliser des coupes dans un héritage, malheureusement, qu'on a reçu indivis. Et cela, c'est pas moi qui parle, je n'ai fait que citer justement Ernest Renan, qui le disait déjà en 1882. Merci, messieurs, dames.